Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable. Notre invitée du jour à la crêpe qui lui colle à la peau, comme elle aime à le dire, Catherine Merdigo-Asdoué a dédié sa vie à ce savoir-faire et cet emblème breton. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous l'aurez compris, une émission 100% gourmande ce matin. À vos côtés, Gwendal Pierre, gérant d'une crêperie à Clouars-Carnouët, secrétaire de la Fédération de la crêperie, Claire Alice Rosic, vous êtes responsable marketing chez Crampouze, et Marie-Laure Siouan, meunière au moulin qui porte le même nom à Languarno. Bienvenue à tous les quatre. Alors Catherine Merdigo-Asdoué, vous êtes tombée dans la crêpe toute petite. C'est votre Madeleine de Proust, clairement. Absolument, ouais. Absolument. C'est des souvenirs des parties de crêpes avec les grands-mères, c'est des souvenirs de la fabrication de plein de cuisines, pas que de la crêpe aussi, mais l'amour de la cuisine transmis par mes parents. Déjà, à la maison, le jeudi après-midi, c'était pas jouer à la poupée, c'était faire du pain, faire des tartes, tout ça, faire de la pâte à crêpes, bien sûr, et des crêpes. Mais à l'époque, à la poêle. Ma mère les faisait à la poêle. Et vous les avez même vus aussi au feu de cheminée. La crêpe au feu de cheminée. Oui. Ça paraît dingue aujourd'hui. Avec la grand-mère maternelle qui avait un moulin et qui faisait des crêpes, bien sûr. Ouais. Elle avait déjà le palais sucré, la petite Catherine ? Sucré, oui, sucré-salé. Hein. Sucré-salé, les deux. Oui. J'adorais manger. Ouais. C'était, ça continue. Alors, est-ce qu'on se souvient aussi de ces premières crêpes ? Celles qu'on fait comme une grande, toute seule. Oui. Oui, bien sûr. D'abord, la crêpe à la poêle, qui est plus facile quand on apprend, puisqu'il y a les petits bords de la poêle qui arrêtent la pâte. Donc, voilà. Alors, moi, j'aimais bien faire ça, avec ma maman dans la cuisine. Et quand elle avait le dos tourné, je me souviens, c'était la pâte à la cuillère. J'adorais manger la pâte. Je trouvais ça super bon. Alors, c'est un métier qui se transmet de mère en fille, mais aussi de sœur à sœur. Comment votre aînée vous a donné envie de faire ce métier aussi ? Elle a un peu repris le flambeau, en fait, de la tradition familiale, on va dire. Ma mère n'a pas fait de crêpes, en fait. Mes grands-mères faisaient des crêpes, ma mère n'a pas fait de crêpes. Ma sœur aînée a eu l'opportunité, très jeune, à 18-19 ans, de monter sa crêperie avec son mari. Donc moi, étant plus jeune, j'étais toujours à l'école, mais j'allais travailler. J'ai commencé à travailler avec elle le week-end et puis pendant les vacances scolaires, en fait. Et ça a un peu confirmé l'envie de ce que je voulais faire de ma vie, quoi. Déjà, adolescente, j'avais envie de faire l'école hôtelière. Mon papa m'a dit, c'est pas un métier de femme, va passer ton bac et puis après tu verras. Donc c'est ce que je fais. Et vous y revenez quand même malgré tout. Et voilà. Après, j'ai fait mes armes sur le tas. Je suis autodidacte, en fait. Et j'imagine que quand on ouvre sa première enseigne, ça doit faire quelque chose. Oui. Ouais. Oui. C'est déjà le côté, la première fois, vraiment la première fois. C'est l'excitation. Déjà, on est vraiment dans quelque chose d'excitant, un rêve qui se réalise déjà. On y a pensé tellement en amont, il y a tellement de choses qui se passent dans la tête. Et puis on construit l'équipe, on construit la carte et tout. Et puis c'est l'aventure. Et c'était où cette première crêperie ? C'est superbe. Alors la toute première, ça a été vraiment à mon nom. Ça a été en République dominicaine. Parce que c'est pas en Bretagne que vous allez ouvrir votre première crêperie. D'ailleurs, on voit cette photo qui doit être symbolique. C'était au soleil, tout à fait. À des milliers de kilomètres de la Bretagne. Ouais. Souvenir mémorable. Complètement. C'est chaud de faire des crêpes là-bas. C'est très chaud. C'est le cas de le dire. C'est très chaud. Mais bon, après, au niveau matière première, c'était génial. Parce que c'est vrai que dans ce pays, on avait vraiment de tout. Donc, j'ai pu faire vraiment la pure crêperie bretonne avec une belle carte. Je trouvais du roquefort. Bon, ça coûtait cher, mais il y avait du roquefort, donc je pouvais faire ma petite sauce roquefort. C'était vraiment une très belle aventure. Et puis, avec la langue espagnole et faire découvrir les crêpes là-bas, c'était chouette. Je vous pose la question, Gwendal Pierre, pour vous aussi, la première ouverture, c'est quelque chose qu'on marque différent, au fer rouge. Moi, j'ai baigné dans la crêpe avec mes parents, qui ont ouvert une crêperie dans les années 80. Et moi, il a fallu que j'attende d'être à hauteur des plaques pour tourner ma première plaque. Sinon, c'était un peu compliqué avec les bras levés comme ça. Donc, j'avais 8-9 ans quand j'ai tourné ma première galette. Et votre première enseigne, ce sera quand ?
Alors, elle est déjà existante puisque j'ai repris la suite de mes parents. D'accord. Donc voilà, c'est plus une affaire familiale, Vous aussi, une continuité. ouais. Voilà. Donc ça fait 18 ans que j'ai repris et voilà, il y a toujours la motivation est là. Alors, en préparant cette émission, je me suis demandé, est-ce que vous faites une distinction, vous deux, entre crêpes et galettes? Est-ce que pour vous, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a une distinction? Je ne veux pas lancer le débat, mais je voulais juste avoir votre... Un petit peu quand même. Gwendal Pierre, votre réponse? Après, il y a deux façons de voir les choses. Soit on appelle la galette la crêpe salée, soit on appelle la galette la crêpe qui va être un peu plus épaisse, quoi. Donc c'est deux visions différentes. Mais c'est un faux débat. Vous penchez sur laquelle, vous, plutôt? Moi, je pense plutôt pour la galette en étant la crêpe salée. Et pour vous, Catherine? Chez moi, c'est crêpe. Crêpe. Ouais, Crêpe de froment, crêpe de blé noir. Voilà. Parce que je m'associe vraiment à la finesse du produit. Quoi. Ouais, voilà, Et que je fais une crêpe de blé noir très fine, comme une crêpe de froment très fine, quoi. Merci d'avoir répondu en un temps record à cette question qui peut lancer un vaste débat. Alors Catherine, vous aviez envie ce matin aussi de nous partager un coup de cœur, un lieu que vous affectionnez particulièrement. C'est le phare de Pontusval et Evan s'y est rendu pour nous ce matin. Eh bien déjà Catherine, je tenais à vous remercier puisque grâce à vous, nous passons la matinée sur la Côte des Légendes en compagnie de Camille. Merci Camille de nous accueillir dans ta région puisque tu travailles à l'Office de tourisme. Oui. Et tu vas nous raconter l'histoire du phare qui se trouve derrière nous, le fameux phare de Pontusval. Déjà, pourquoi est-ce qu'il y a un phare ici ? Alors pourquoi il y a un phare ici? C'est tout simplement parce qu'en fait, juste par là, vous allez avoir le grand phare de l'île Vierge, derrière nous, le phare de l'île de Bas. Et en fait, entre les deux, il fallait un phare balise, en fait, un phare qui fasse relais. Donc c'est pour ça qu'on a ce petit phare maison qui est installé ici. Et alors, sa portée, elle va jusqu'où ? Il a une portée de 10 miles, donc ça fait à peu près 18 km. Il y a quelques chiffres sur le phare, peut-être le nombre de marches, sa hauteur. Alors sa hauteur, effectivement, donc il fait 18 mètres de haut. Et pour le coup, la gardienne du phare devait devait monter 50 marches. Bon, et apparemment, c'est un sacré phénomène et ça veut dire que monter les marches du phare, ça entretient. Ça entretient, effectivement. Il y a pas... Et alors, c'est quoi son histoire à ce phare ? Alors pour le coup, il a été construit en 1869, donc ça, il a plus de 150 ans maintenant. On avait fêté ses 150 ans en 2019 avec un très beau feu d'artifice, phare d'artifice, pourquoi pas. Ça pourrait être un concept. Voilà. Et alors du coup, il y a 150 ans, il a été construit dans quelles conditions ? Quel contexte ? Juste dans le contexte de... fallait construire un phare. Désolée. En tout cas, il a un lien avec la Seconde Guerre mondiale, il a été préservé. Oui, il a été préservé pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'en fait, il y a eu pas mal de bombardements sur différents phares parce que justement, la côte faisait que c'était assez compliqué d'arriver, tout simplement, parce qu'il y a pas mal de rochers. Donc c'est aussi pour ça qu'il a été construit dans un premier temps et c'est pour ça, notamment, qu'ils étaient après bombardés. Mais lui ne l'a pas été. On a pu le conserver, mais il a été aussi une base pour les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un petit bunker qui se planque et alors, dans le jardin. C'est aussi un phare paradis. Oui. Ça veut dire quoi un phare paradis? Alors en fait, les phares, ils sont classés en 3 catégories. Donc les phares paradis, c'est ceux qui sont sur la terre, donc qui sont plutôt sympas à garder. Et on a les phares purgatoires qui, eux, commencent à avoir un peu plus de difficultés à accéder. Et les enfers. On parle souvent des phares d'enfer qui, eux, sont en pleine mer et qui demandaient quand même une condition physique et psychologique assez importante pour les garder. C'est ceux qui ont rendu leur gardien presque fou, c'est ça? Il y a le phare de l'Armène, il me semble. Ouais, il y en a pas mal des phares, en effet, on n'a pas très envie d'aller y passer la nuit. Non, effectivement. Donc celui-là, c'est vraiment un lieu où plein de vacanciers viennent. C'est vraiment l'icône de la Côte des Légendes, ce phare de Pontusval. C'est une des icônes, effectivement, parce que c'est le phare le plus photographié de Bretagne. Donc on le voit forcément quelque part, hein, et on l'a soit sur une couverture d'un livre ou autre. Donc voilà. Et alors on ne le sait pas forcément, mais dans ce phare, autour de ce phare, il y aurait peut-être un dragon. Effectivement. Mais tu ne vas pas raconter la légende tout de suite, non. Suspense. On se retrouve dans une poignée de minutes pour vous raconter tout ça. Merci beaucoup Evan, à tout à l'heure. Vous connaissiez toute cette histoire autour du phare? Pas tout précisément. Ouais, ça fait du bien d'avoir une petite piqûre, on te rappelle. Et c'est un incontournable près de Kerlouan, phare de Pontusval. Oui, entre le phare de Pontusval et un peu plus loin, on a le village de pêcheurs de Gouémonier, des anciens Gouémoniers de Ménéam, qui est aussi un site vraiment à visiter, quoi, superbe. Ouais. Alors comme beaucoup, je vais déjà essayer de faire des crêpes, parfois ça passe, parfois ça casse. Alors la petite question, évidemment incontournable, qu'est-ce qui fait une bonne pâte à crêpes?
Catherine Merdy-Goasdoué. Déjà des bons éléments, Oui. des bons ingrédients plutôt. Savoir bien les choisir, ça c'est important. Une fraîcheur, une qualité. Notre premier ingrédient de base, en fait, ça va être la farine. Si on n'a pas une bonne farine, on ne peut pas espérer déjà d'avoir une bonne crêpe. Donc avec sa fraîcheur, avec ce... Bon, voilà. Et vous avez trouvé votre or blanc Absolument. au moulin chez Marie-Laure. Comment s'est faite la rencontre entre toutes les deux, Marie-Laure? Je ne me rappelle plus trop, mais je pense que Catherine est arrivée. Elle a dû savoir que le moulin existait par sa nièce, puisque sa nièce et ma fille se connaissaient. Donc je pense que le bouche à oreille, et elle est arrivée à demander un jour au moulin de la farine, et puis ça lui a plu. Je pense, puisqu'elle continue. Tout à fait. Donc, Alors, le moulin de Sion, c'est une institution, Langoux-Arnault, 5 générations, Ouais, voilà. et toujours le même processus de fabrication. Ah oui, ça n'a pas changé, oui. Non, il ne faut surtout pas. Et c'est quoi la recette? La recette, c'est comme faire, je sais pas, du bon vin. Il faut avoir des bonnes cuves, etc. Nous, un bon diagramme, enfin nous, ce qu'on appelle dans notre jargon un bon diagramme, c'est-à-dire qu'il faut avoir des bonnes machines et surtout pas forcément changer. Voilà, quand ça marche bien. Et puis bon, c'est comme Catherine, bien choisir la matière première, qui est le blé ou le blé noir ou le sarrasin. Enfin, bon, voilà. Et les deux hommes qu'on voit à l'image là, vous les connaissez très bien, puisqu'ils font partie de votre famille. Oui, c'est mon mari et mon fils. Et aujourd'hui, votre fils a repris Voilà, depuis le moulin. 1er janvier, c'est tout récent, Ouais. il est tout jeune encore, il a 26 ans. À 26 ans, voilà, il est meunier de Langoux-Arnault. Et il nous a surpris un petit peu, parce que c'est un métier compliqué, il n'y en a plus beaucoup des petits moulins, et on est très fiers, quoi. Et je suis très fière de travailler avec lui tous les jours. Et c'est ce qui vous a touché aussi, cette histoire familiale de ce moulin Oui, j'ai testé beaucoup de farines, différentes farines. Même quand il y a des nouvelles qui arrivent sur le marché, je les teste. J'aime bien découvrir au niveau du blé noir, plus que du blé, mais voilà, parce qu'il y a quand même des différences. Et j'ai remarqué effectivement qu'une Pierre-Paul Jacques ou un moulin, ils ont la même graine, ils ne feront pas la même farine, quoi. D'accord. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est vrai que je suis proche des petits moulins plutôt que du moulin industriel, quoi, qui va nous donner un produit quand même différent. Et pour nos crêpes ou nos galettes, c'est indispensable. c'est indispensable. On n'imagine pas à quoi ressemble le quotidien d'une meunière, Marie-Laure. Alors, en général, le matin, quand on se lève, on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire de la journée. Mais, si, la trame est là, mais il y a plein d'imprévus. Il y a la fabrication, ça c'est une des machines les plus importantes. Vous voyez le rouleau, mais ça c'est plutôt le rôle des hommes. Et puis moi, c'est plutôt l'ensachage des petites... Parce que bon, j'ai créé d'autres préparations sucrées. Enfin bon, j'essaye de valoriser, j'essaye de pousser les gens à faire leur cuisine. Et ce qui me passionne, c'est quand les gens me disent j'ai fait ça avec ta farine, qu'est-ce que c'était bon. Enfin bon, voilà, que ça soit une pâte à pizza, que ça soit les crêpes, j'y arrivais pas, mais depuis que vous m'avez dit qu'il fallait... c'est ça mon bonheur, quoi, de tous les jours. Et bon, après, quand j'ai ensaché, je vais livrer, je vais voir les gens, et c'est les gens qui me Et d'ailleurs, partagent. c'est important pour vous que ce moulin reste ouvert au grand public, qu'il fasse partie un petit peu de la vie de Langoux-Arnault. Ouais. J'adore, pendant les vacances scolaires, beaucoup de mamies, papis qui viennent avec leurs petits-enfants. On va chercher la farine au moulin. Est-ce qu'ils peuvent regarder, voir comment se fait la farine, quoi. La farine n'est pas uniquement dans un paquet de sachets. Voilà, ouais. Et juste par curiosité, vous produisez combien de tonnes de blé noir et de froment On essaye d'avoir un camion de blé par semaine, de blé noir beaucoup moins bien sûr, puisqu'on n'est pas dans le sud Finistère non plus, on n'est pas dans une région très touristique, donc on n'a pas beaucoup de crêperies. Heureusement qu'on a le Kikafars qui utilise le blé noir, un camion de blé noir, donc 30 tonnes, c'est à peu près tous les 2 mois. 3 mois. On est tout petit, et
Et on veut rester tout petit. Et est-ce que Marie-Laure Sion a-t-elle eu la chance de goûter sa matière transformée par Catherine? Ah bah oui, oui. Sous un petit crachin breton. Mais, ce jour-là, oui. Ouais. Mais bon, non, c'est un plaisir j'ai étudié le livre. Voilà, vous redécouvrez aussi des choses... des choses différentes. Hein. Ouais. Je pense que monsieur fait aussi d'autres choses, Gwendal fait d'autres choses. Toutes les crêperies ont un petit savoir-faire. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me demandent est-ce que je ne peux pas avoir une farine comme ci, comme ça. Mais c'est ça, le plaisir, c'est de ne pas avoir la même crêpe partout. Ouais. C'est important. Il y a autant de crêpes que de crêpiers, Gwendal. Même au sein d'une entreprise, on peut aussi avoir des différences entre les crêpiers. C'est vrai? Oui, parce que ça tient à quoi, finalement? Ça va tenir à la gestion des chaleurs, la gestion au geste, tout simplement, parce qu'on n'a pas tous le même geste. On est obligé d'appliquer une base quand on apprend, mais après, on va s'adapter en fonction de notre morphologie, tout simplement. On a des bras qui sont plus ou moins long, on a une hauteur qui est plus ou moins importante suivant la taille, donc on va adapter notre geste et du coup on va avoir forcément une crêpe qui va être un peu différente. Alors il faut être un peu connaisseur pour faire vraiment la différence, mais pour ceux qui sont fidèles et qui connaissent un peu la crêpe, ils vont tout de suite marquer la différence. Alors avec votre casquette de formatrice, puisqu'aujourd'hui c'est quand même une grosse partie de votre activité, j'imagine que ce sont des choses que vous expliquez aussi? Absolument. Ouais. Je reprends toujours mon exemple de Pierre-Paul Jacques, comme je le disais tout à l'heure, qui travaillent dans la même crêperie. Ils vont peut-être pas détendre exactement de la même façon la pâte, le geste. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, quoi. Donc on a des différences, et ce qui fait ça la richesse de la crêpe. C'est multiculturel, mais c'est à la fois aussi multifacette. Chacun adapte sa recette. Les gens que je forme depuis des années et des années, je leur enseigne effectivement des bases, les fondamentaux, une façon de faire, mais ils ne feront jamais ma crêpe. Ils vont faire leur crêpe après, ils vont la transformer, et c'est ça qui est génial, quoi. Et quel est le conseil que vous répétez le plus en formation? La cuisson, la cuisson, la cuisson. Ouais. C'est difficile pour les participants. C'est ce qu'on n'apprend pas tout de suite, qu'on apprend le geste. Bon, il y a déjà les étapes, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Il faut déjà pouvoir étaler rapidement pour pouvoir mettre le bilic bien chaud pour que la crêpe soit saisie. C'est mon slogan, vraiment, crêpe saisie, crêpe réussie. Crêpe saisie, crêpe réussie. Et quelles sont ces personnes qui viennent à vos côtés pour apprendre à faire des crêpes? Quels sont les profils? Il y a tout profil. Ouais. Franchement, il y a tout profil. Ouais. La crise sanitaire a amené beaucoup de reconversions professionnelles, beaucoup de changements de vie. Donc voilà, j'ai eu des opticiens, des médecins, des avocats, des personnes qui travaillaient dans les bureaux, qui ne voulaient plus rester enfermées, qui cherchaient... Bon, il y a vraiment tout profil. Les gens peuvent partir de rien du tout, de zéro. Des bleus de chez bleus, comme je les appelle, c'est vraiment... Et ils y arrivent. Ils ont leur commerce aujourd'hui, quoi. Ils ont leur petite entité, que ce soit crêperie dégustation, food truck, un petit peu de crêpe, le marché... Et varié. Complètement. Allez, je vous propose de prendre un bon bol d'air, direction Brignogan, plage au phare de Pont-Tuzeval. Evan est en compagnie d'Anne, notre guide sur place. Ça y est, on l'attend avec impatience. Que s'est-il vraiment passé dans la vraie vie à ce phare de Pont-Tuzeval? Dans la vérité vraie? La vérité vraie de la légende. Alors, il paraît qu'en fait, il y avait un dragon dans le secteur qui terrorisait tout le monde, et notamment le seigneur de Landerneau, qui était donc le seigneur Elorn, qui, voyant un petit peu toute sa population terrorisée parce que mangée en fait par ce dragon, voulait en fait continuer à faire quelque chose, mais ne pouvant pas, il a juste décidé de faire une tentative de suicide. Mais il a été sauvé in extremis par deux chevaliers qui revenaient de croisade, qui s'appelaient Derrien et Névinter, qui, le voyant essayer de tomber, le rattrapent et lui disent on ne fait pas ça. Non, pourquoi pas quand on est seigneur. Quand même. Pourquoi vous faites ça? Il leur explique, il y a un dragon qui mange un petit peu tout le monde et tout autour de lui. Et il ne me reste plus que ma femme et ma fille. Et je ne veux pas qu'elles soient mangées par le dragon, mais ne sachant pas quoi faire, par désespoir, j'ai voulu sauter. Et les deux chevaliers, ne pouvant pas accepter ça, se disent non. Votre histoire de dragon, on va s'en occuper, il n'y a pas de souci. Et donc, ils vont vers la tanière du dragon. L'oxy, sans souci,
pas de problème. Ce sont des chevaliers, d'un côté, c'est leur Voilà, métier. Hein. Le taf est fait. Et le taf étant très bien fait, pour le coup, après, il jette le cadavre du dragon au niveau du phare de Pontusval. Et en fait, Pontusval, c'est la contraction bretonne de Poulbeuse Ananevel, qui veut dire en fait le gouffre où la bête fut noyée. Ah, donc si ça porte ce nom, c'est que ça s'est peut-être vraiment passé. Ça s'est peut-être vraiment passé. Et ça s'est même tellement vraiment passé que juste à côté, il y a l'œuf du dragon. Il y a l'œuf du dragon, qui est encore effectivement. Parce qu'avant d'être tué, il a eu le temps de faire un œuf. Voilà. Non, plus sérieusement, c'est une œuvre d'art. Vous avez réussi à mêler le côté artistique avec cet espace naturel. Effectivement, donc la légende voulait que le dragon soit noyé. Donc en 2019, avec la Fabrique d'Imaginaire, on en a parlé à des artistes. Et c'est les nouveaux voisins qui ont pensé en fait cette structure en bois qui est brûlée sur l'extérieur avec une technique japonaise. Je t'écoute toujours. Hein. Ok. Et pour le coup, maintenant, elle sert un petit peu d'abri, justement, hein, quand il y a un peu de vent. Mais par contre, ce qui me rassure pas trop, c'est que l'œuf est vide. Il est où le bébé dragon ? Le bébé dragon, on dit qu'il se cache encore dans les rochers. Oula. On comprend mieux pourquoi l'endroit s'appelle la Côte des légendes, parce qu'ici, vous en avez plein. Exactement. Et c'est ça qui rend l'endroit encore plus magique qu'il ne l'est vraiment. En parlant de rochers et en parlant de phares que l'on voit là-bas, on a oublié de dire tout à l'heure qu'il est encore habité, et pas par un dragon, mais par son ancienne gardienne. Effectivement, en fait, Marie-Paul s'est installée au niveau du phare de Pontusval en 1968 avec sa famille. Son mari était marin dans la marine marchande. Et pour le coup, même si le phare a été automatisé en 2003, elle est restée dans sa maison, parce qu'elle y a toujours habité finalement. Bon, comme si vous allez vous promener autour du phare, il faut faire attention à ne pas trop déranger Marie-Paul, du coup. Voilà, c'est chez elle. C'est chez elle. Voilà, on va continuer à découvrir cette belle côte des légendes qui vous plaît tant, Catherine, en allant voir une petite chapelle où là aussi apparemment il y a une légende hantée. On vous en dira plus dans quelques minutes. Merci beaucoup, Evan. C'est décidément un lieu chargé d'histoire, hein, dis donc. Hein. Vous aimez les histoires ? Oui, j'adore. Bon, nous, on va revenir quand même aux crêpes. Hein. C'est pour ça qu'on vous a invité ce matin. Alors, il y a aussi besoin de matériel pour faire une bonne crêpe. Et l'instrument phare, c'est... Oui, la bilique. La bilique. Et pour le coup, Krampus, c'est vraiment l'incontournable pour vous aujourd'hui, Catherine ? Absolument, absolument. C'est déjà l'inventeur, à la base. On n'aurait pas eu ces machines, on n'aurait pas de crêperie aujourd'hui. Hein. C'est clair, s'il n'avait pas été là, on ne serait pas là. Justement, comme vous aimez les histoires, on va faire un petit saut dans l'histoire. Quand est-ce qu'a été inventée la bilique La bilique, elle a été inventée en 1949, donc ça fait plus de 70 ans. Ouais. La première crêpière gaz. Donc c'est Jean-Marie Bosser, en fait. Là encore, c'est un peu une histoire de famille, puisque c'est sa belle-sœur qui n'avait plus de cheminée à bois dans sa nouvelle maison et qui a demandé donc à Jean-Marie de fabriquer un réchaud à gaz sur lequel fixer sa plaque en fonte pour faire des crêpes. Donc c'est comme ça qu'il a inventé finalement le premier prototype de crêpière et que finalement, de fil en aiguille, ça a pris et il a aussi commercialisé ça auprès des professionnels. Et parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, c'était vraiment destiné aux professionnels. On ne pouvait pas, en tant que particulier, décider d'avoir sa bilique. C'est que plus tard que le marché va s'ouvrir aux particuliers. Exactement, oui. En fait, pendant toutes les premières années, c'était vraiment pour les professionnels d'avoir des crêpières gaz, puis électriques. Et finalement, dans les années 80, la première, la bilique verte, l'emblématique, qui était pour destiner cette fois aux familles. Donc une bilique électrique. Il en existe combien de sortes aujourd'hui de biliques ? Il y en a. Au niveau professionnel, on a plus d'une trentaine de références, puisqu'on s'adapte aussi aux différents besoins, donc plusieurs formats, des formats ronds, des formats carrés en termes de châssis, des crêpières doubles aussi. Donc on s'adapte vraiment aux besoins des crêpiers. Et après, il y a aussi une gamme familiale. Donc là, on a 6 modèles électriques principalement, un modèle gaz aussi pour les familles. Mais c'est vrai que Krampus, c'est l'hyper spécialiste de la crêpière, donc là-dessus, on a tout ce qu'il faut, Donc chaque crêpier a sa recette, sa farine qu'il va chercher plus ou moins à côté, et puis sa Krampus. C'est ça. Et la Krampus va dépendre aussi de la façon dont on va travailler. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir plusieurs modèles, on va aussi adapter en fonction de notre savoir-faire. D'accord. On va choisir le modèle qui nous
qui nous scie le mieux, quoi. Il n'existe pas un modèle standard, chacun choisit en fonction de... Alors oui, il y a possibilité, quand on veut ouvrir une crêperie, on prend un standard et puis on apprend sur ce standard-là. Mais après, quand on commence à apprendre un petit peu de métier, on va commencer à devenir forcément plus exigeant avec notre produit, donc on va chercher des choses qui nous correspondent le plus, quoi. Alors Catherine, elle est presque devenue une ambassadrice de Crambouze. Oui, franchement, c'est que tout le monde côté Catherine chez Crambouze. Même Catherine a connu Michel Bosser, donc le fils de Jean-Marie Bosser. La première usine à Poule de Sec. La première usine à Poule de Sec, exactement. Donc, et puis le livre, Les crêpes, l'art et la manière, c'est un peu la Bible aussi. Enfin, on en parlait avec des collègues. C'est vrai que c'est quasiment, ça fait partie du parcours d'intégration chez Crambouze. Il faut avoir lu le livre de Catherine, sinon vous n'êtes pas recruté. C'est vrai que c'est quand même plein chargé d'histoire. Enfin, c'est important quand même d'avoir tout ça en tête. Et chez Crambouze, c'est le patrimoine breton aussi, donc on est fiers de tout ça. Et ils font également appel à vos talents de formatrice, puisque vous allez jusqu'à l'étranger pour pouvoir former des futurs commerciaux de Pilique. Oui. Ça se passe où? Au nord de Chicago. Ouais. Dans une belle entreprise, Adco Corporation. Et voilà, une belle aventure là-bas avec Crambouze, avec une petite équipe de Crambouze. On y est allé et puis c'était super. C'était super. Alors la galette, la crêpe, selon les personnes, c'est une telle institution qu'il existe aujourd'hui le concours du meilleur crêpier. On va regarder ce sujet tourné par France 3 Bretagne et puis on en discute tout de suite après. Tout est acide. On va mettre un peu de sucre. Alban a 2 heures, pas une de plus, pour préparer 2 crêpes avec les ingrédients qu'il vient juste de découvrir. Filet mignon fumé, homard et andouille de Guéméné pour le salé, fruits exotiques pour le sucré. Le crêpier originaire d'Audierne aime les défis et se lancer à l'aveugle en est un de taille. On improvise, du coup, il faut tout goûter et un peu estimer ce que ça va pouvoir donner au final, quoi. Comme les 5 autres participants, Alban Collin a déjà été désigné meilleur crêpier de Bretagne par le passé. Pour les 10 ans de ce concours réputé, les organisateurs ont choisi de mettre les petits plats dans les grands. C'est entre tenants du titre que tout va se jouer cette année. Il vous reste 30 minutes. Il y a une époque, la crêperie était considérée comme un endroit où on mangeait de la baignoire beurre, de la complète, des crêpes simples. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au niveau de la crêperie, on a de la crêpe gastronomique. C'est-à-dire qu'on travaille de la Saint-Jacques, on peut travailler comme aujourd'hui du homard. Donc on est sur vraiment des produits totalement différents de ce qu'on a pu connaître il y a 20 ou 30 ans. La crêpe, une affaire sérieuse qui, une fois terminée, file tout droit entre les mains d'un jury. Autour de la table, on trouve des chefs étoilés comme Olivier Belin ou Christophe Le Fur. Bon, personnellement, moi ici, je vois que sa sauce elle est légèrement tranchée. Problème de liaison, de réduction. Ou de chaud de crème. Ouais, ou de chaud de crème. Ce sont les crêpes de Catherine Bezit qui ont finalement conquis le palais du jury. Elle décroche au passage le trophée des trophées, celui de championne parmi les champions. Nicolas, il va aller en chercher. Voilà pour ce reportage. Ce concours, il est organisé par la Fédération de la crêperie. Voilà. Quelle était votre volonté en créant ce concours? Alors, la Fédération, c'est déjà valoriser notre métier, qui est un métier qui a été professionnalisé dans les années 80 seulement, donc il est assez récent par rapport à d'autres métiers comme la boulangerie, la charcuterie, la boucherie. Et donc c'était une manière aussi de communiquer justement sur les nouveaux savoir-faire en crêperie. Comme disait mon collègue, qui est président de la fédération dans le reportage, c'est qu'on est passé sur une crêperie qui était plus d'assemblage, si vous voulez, avec maintenant de la cuisine et de la garniture à plus ou moins sophistiquée, quoi. Donc c'est de la crêpe presque haute gastronomie? Haute gastronomie, oui, pour certains, mais après on peut rester très simple et faire des choses très belles. Voilà, mais toujours avec un peu de la cuisine. Donc c'est vrai qu'on est plus proche de nos producteurs, parce qu'on va aller chercher des produits locaux, des produits de qualité, pour les intégrer dans nos garnitures. Parce que ce qu'on oublie, c'est que ce métier a été historiquement peu valorisé finalement. Catherine. Oui, absolument. Ça, c'est quelque chose que vous avez perçu, vous, dans les années 80? Je me souviens, j'ai entendu, d'entendre, je ne sais plus si c'est ma mère ou dans la famille, dire, bon, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu seras crêpière. Ah oui, donc, on disait ça à l'époque. Je ne peux pas dire que, voilà. Donc,
c'est vrai qu'on se bat quand même depuis des années à valoriser cette profession, de par le titre homologué crépier. Au niveau des formations, oui, bien sûr. Au niveau de la formation. Ça passe la formation par la reconnaissance d'un métier, c'est par la formation aussi. Et après, notre fédération, elle est issue de plusieurs regroupements professionnels qui datent des années 80 aussi, qui étaient au départ uniquement départemental et qui s'est maintenant régionalisé et même nationalisé pour justement fédérer le plus de crépiers et puis de donner une image le plus professionnelle de notre métier. Sait-on combien y a-t-il de crépiers en Bretagne aujourd'hui ? On est entre 2500 et 3000, je pense. D'accord. Voilà. Et ça fait du bien d'appartenir à une fédération, Catherine ? Oui, bien sûr. Même si, c'est pas toujours... on n'est pas toujours à faire des choses tout le temps. On a chacun notre profession. Mais c'est important quand même, pour continuer à faire valoir notre métier à sa juste valeur. C'est vrai que souvent la crêpe, tout le monde fait des crêpes à la maison quelque part, à la poêle, tout ça. Un petit peu, donc on se dit, moi j'ai une crêperie, c'est facile à faire des crêpes. Il y a tout ça qui fait que finalement, d'être derrière les biliques, de gérer une crêperie, c'est un vrai métier, quoi. Et puis faut le dire, quoi. Vous vouliez ajouter quelque chose, Gwenaëlle Pierre ? Oui, en fait, le fait de la professionnalisation, c'est aussi pour montrer que, comme disait Catherine, on a des devoirs et des droits importants, comme tout autre commerce de restauration ou autre. Donc, effectivement, on a non seulement notre savoir-faire, mais aussi la gestion d'entreprise, le recrutement, on en parlait encore. C'est presque tout aussi important. C'est important, on est des chefs d'entreprise, quoi. Donc, effectivement, il faut avoir des connaissances pointues sur tout ce qui est nécessaire pour pouvoir tenir un établissement comme ça. Et effectivement, faire des crêpes à la maison pour quelques personnes ou pour la famille, c'est différent de faire des crêpes pour 40, 50 personnes, 60, 70 personnes. J'imagine bien, donc, je ne me lancerai pas dans une telle entreprise personnellement. Il faut une logistique, il faut quelque chose, quoi. Allez, on part jeter un dernier coup d'œil à Brignogan, plage où nous attendent Evan et Camille. La troisième et dernière étape de notre escale sur la côte des légendes nous emmène auprès de cette petite chapelle à 500 mètres à vol d'oiseau du phare de Pontusval. C'est ça. Une chapelle que tu avais envie de mettre en lumière, Camille, parce qu'elle est peut-être un peu moins connue que Ménéam, qui est pas très loin d'ici. Oui, un petit peu moins connue, et puis trop mignonne en fait, tout simplement. C'est vrai qu'elle est toute mimi. Elle est toute petite, au milieu des rochers, avec une petite guérite. Enfin, l'ensemble est super joli. Et puis elle est assez ancienne aussi, parce que vraisemblablement, elle a été construite grâce à un des pères évangélistes de la Bretagne, qui était donc Saint Paul Aurélien, qui a débarqué en fait dans une auge en pierre de Cornouailles anglaise. Parce que la pierre flotte. Parce que la pierre flotte, effectivement. Et l'auge en pierre est toujours dans la chapelle. Hein. Donc on la voit, donc ça fait une personne comme embarcation. Et donc pour le coup, il a débarqué ici. Et les habitants l'ont aidé à débarquer son auge, sauf que l'auge est restée plantée là et on ne pouvait pas la déplacer. Donc il a été décidé qu'on construise quelque chose ici. Donc il a été construit un monastère dans un premier temps. Donc là, je parle à peu près 6e siècle. Et au fur et à mesure, les choses ont changé. Et au XVIe siècle, la chapelle qu'on connaît a été construite, un petit peu modifiée au XIXe siècle, refaite tout simplement, enfin retapée. Rénovée. Ouais. Rénovée. Bon, on va s'en approcher un petit peu de cette chapelle, mais pas trop non plus, parce qu'il y a aussi une autre légende qui dit qu'elle fut hantée. Qu'elle fut hantée, c'est bon, maintenant il n'y a plus de risque. Mais elle a été hantée effectivement par un curé, raconte-t-on, qui pendant les soirs de Noël récitait sa messe tout seul. Et il attendait en fait qu'une seule chose, c'est pour être délivré, quelqu'un devait répondre à sa messe. Le problème, c'est que personne généralement se promène un soir de Noël tout seul, sauf une fois, où une personne effectivement un petit peu perdue arrive au niveau de la chapelle, il faisait froid, donc pour le coup il rentre à l'intérieur, et là, minuit sonne, tous les chandeliers commencent à s'allumer et un curé apparaît. Bon, pas très, un peu palo quand même le curé. Un peu fantomatique. Voilà, pas très palpable. Donc pour le coup, il commence sa messe et le pauvre gars qui était dans la chapelle, il est bon. Il se sent pas très à l'aise et puis le curé commence à faire les appels pour avoir des réponses. Et le mec répond un peu par automatisme à la messe sans problème. La messe se termine et là, le curé, il s'approche de lui. « Merci beaucoup, vous m'avez libéré, j'attendais qu'une seule chose, c'est que quelqu'un réponde à ma messe pour être enfin
libéré, délivré. Voilà, et pouvoir aller au paradis ou autre. Donc, en tout cas, maintenant, on peut aller tranquillement dans la chapelle qui n'est plus hantée, mais qui est fermée aujourd'hui. Qui est fermée aujourd'hui. Elle est ouverte en été pour les mercredis de la Chapelle Paul. Donc, c'est un festival de musique classique qui se fait tous les ans et qui court sur tout l'été. Alors justement, parlons-en de l'été, parce que ça arrive à grands pas, et tant mieux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur la Côte des Légendes avec l'arrivée des beaux jours? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument venir se promener ici? C'est super ici. Non, déjà dans un premier... comme on a vu un petit peu l'œuf tout à l'heure, en fait, on a, avec l'Office de tourisme et la Fabrique d'Imaginaire, on a essayé de mettre en valeur justement toutes les légendes de la Côte des Légendes, comme le nom. Et on a fait appel à des artistes pour un peu illustrer toutes ces légendes au fur et à mesure. Et elles sont sur des parcours de randonnée. Donc pour le coup, vous pouvez faire les parcours de randonnée et justement avoir une légende racontée au beau milieu de la randonnée avec une sculpture. Un peu comme l'œuf du dragon qu'on a vu tout à l'heure. Exactement. Bon voilà, c'est l'endroit indispensable pour venir profiter du retour des beaux jours, la Côte des Légendes. N'hésitez pas. Merci beaucoup Camille. De rien. Et puis très bonne journée à vous. Allez vite profiter de l'extérieur. Merci beaucoup Eva, ça va être un peu difficile pour nous ce matin. Petite question, quand on fait des crêpes, on n'est jamais lassé d'en faire? Catherine? Ah non, moi non. Non. Et jamais lassé d'en manger, c'est ça le pire. C'est pareil pour vous. C'est les manger surtout. Ouais. Marie-Laure Sion, est-ce que vous faites des crêpes à la maison, vous? Ah oui, au moins une fois par semaine. Une fois par semaine? Ah oui. Même fréquence pour vous, Mme Rosic? Oui, assez souvent. Ouais. Oui, franchement, on fait partager, c'est toujours des bons moments. Et pour vous, Catherine, est-ce que finalement, la longévité, elle est aussi du fait que vous avez continué à créer, aller vers d'autres explorations? Oui, bien sûr, absolument. J'ai toujours essayé d'aller chercher des nouvelles idées autour de cette crêpe, de cuisiner autour, de l'amener à qu'elle soit de plus en plus connue et respectée, et bien travaillée, et bien fabriquée. Est-ce que vous auriez pu faire autre chose que de faire des crêpes, finalement? Je crois que le chemin, c'est vraiment dessiné comme ça, comme je le crie au début dans mon livre. C'est comme une mission de vie, en fait. J'ai vraiment l'impression que à chaque décennie, peut-être, il y a eu vraiment sur mon chemin des rencontres, des opportunités qui m'ont amené à faire que cette crêpe soit reconnue à sa juste valeur partout, et qu'elle soit bien faite. C'est vraiment mon combat, et je continue. Je lance aujourd'hui les invitations, puisque on m'a un peu sollicité en décembre dernier à Paris sur un salon du livre culinaire. J'ai rencontré Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée, en discutant avec lui, d'amener la crêpe bretonne au patrimoine immatériel et culturel de l'UNESCO. Et je pense qu'elle a sa place. Elle a sa place et le dossier, je vais m'y attaquer. Beau combat, n'est-ce pas, Gwendoline Pierre? Oui, c'est un beau combat. Et puis c'est vrai que ça a une connotation historique au niveau de la Bretagne, donc elle a toute sa place effectivement dans l'image. Et de voir aujourd'hui que votre fille a repris le flambeau en quelque sorte à des milliers de kilomètres en Australie, ça vous émeut, ça? Oui, énormément. Surtout qu'elle m'a toujours dit, jamais je ferai ton métier, maman. C'est vrai. Parce que c'est vrai que je n'étais pas souvent à la maison avec les crêperies et puis tout ça, toute l'activité. Donc peut-être quelque part, elle s'est dit c'est pas un métier pour avoir une vie de famille. Et puis finalement, après ces 5 années d'école de commerce, elle a choisi l'Australie. C'est très bien et c'est loin pour moi, mais bon, mais c'est super, quoi. Ils ont une belle vie là-bas et puis la crêperie marche du feu de Dieu, quoi. On ne pouvait pas vous laisser partir parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission sans savoir quelle est la crêpe préférée de Catherine Mardy-Gouasdoué. Ah oui, t'as pas dit. J'aime la crêpe simple, en fait, à la base, quand même, parce que c'est le goût de la crêpe. Dans les recettes de pâtes, moi, j'aime pas mettre des arômes, des choses comme ça. Aussi pour m'amuser, oui, pour des orientations différentes. Mais la crêpe de tous les jours, quelque part,
La crêpe, elle a son goût, c'est naturel, elle a son goût par sa cuisson, donc c'est un produit simple. Donc moi, j'aime les crêpes au beurre sucre, tout simplement. Et la crêpe Suzette aussi, un petit peu. Et voilà, et quand je vais dans les labourés, alors j'adore la crêpe Suzette, quoi. C'est mes agrumes, c'est du peps. Elle est très bonne. J'adore. Ah, vous validez, hein, oui, elle a goûté. Merci beaucoup, Catherine Merdy-Goasdoué, de nous avoir partagé cette passion de la crêpe. J'ai un peu faim maintenant, après avoir parlé pendant 40 minutes de crêpes salées. Pour moi, c'est la beurre-sucre. L'incontournable. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. Vous connaissez la tradition de cette fin d'émission, c'est la petite photo. Pour finir, je vous souhaite une belle journée à vous qui nous regardez sur France 3 Bretagne et à demain. Alors, c'est parti, la petite photo. Vous faites partie de la famille, vous êtes formidable maintenant. Bah oui. Alors, c'est parti. Ouais.